Est-ce qu'on peut avoir eu la polio à 8 mois, passer toute sa vie en fauteuil roulant, se faire dire à 11 ans qu'on ne sert à rien à faire des études, et pourtant dire des décennies plus tard qu'on a eu beaucoup de chance dans sa vie? Guy Tisserand le dit et il le pense vraiment. Quadruple champion paralympique de tennis de table, numéro 1 mondial pendant 6 ans, cofondateur d'un cabinet spécialisé en non-discrimination pendant 20 ans, Guy a construit une trajectoire qui force le respect. Mais ce qui m'a le plus touché dans notre conversation, c'est autre chose, c'est sa façon de regarder la vie, ce qu'il appelle le cadeau caché, l'idée que dans chaque chose difficile, et il en a traversé pas mal, il y a des choses à prendre si on accepte de les chercher. Dans cet épisode, on va parler de ce qui se passe dans la tête d'un champion au moment où tout se joue, de la différence entre persévérance et acharnement, du regard des autres sur la différence, et d'un concept que Guy a mis 20 ans à affiner et qui, je crois, peut changer la façon dont vous managez, dont vous vous entourez, mais aussi dont vous vous traitez vous-même. Alors bienvenue dans les coulisses du mental. Guy, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur cet épisode et est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter? Bonjour Steve, effectivement, je m'appelle Guy Tisserand, donc j'ai 65 ans. Je suis né dans les Vosges, il y a donc 65 ans et je suis veuf aujourd'hui. J'ai 3 enfants, 4 petits-fils et je passe, beaucoup de temps avec eux. J'ai en effet été, sportif de haut niveau pendant une vingtaine d'années. J'ai participé 4 fois aux Jeux paralympiques de 84 à 96 et j'ai gagné 4 médailles d'or et 3 médailles d'argent aux Jeux, en simple et par équipe, donc à Séoul, à Barcelone et à Atlanta. Ouais. J'ai été, champion du monde à Paris en 98 pour ma dernière compétition. C'était le seul titre que j'avais jamais gagné. Du coup, je l'ai remporté en 98 en simple et par équipe. Ouais. J'ai été numéro 1 mondial de 92 à 98 en tennis de table. Voilà et puis, j'ai cofondé une entreprise avec mon épouse en 2004, un cabinet qui s'appelait TH Conseil, Ouais. qui était un cabinet de conseil, formation, recrutement, accompagnement et communication spécialisé dans la non-discrimination au milieu professionnel. Et du coup, ce cabinet a duré enfin, je l'ai dirigé pendant une petite vingtaine d'années jusqu'en 2022 Ouais. et en 2022, je l'ai vendu pour, prendre, ma retraite, et pendant tout ce temps-là, nous avons, au sein du cabinet, accompagné, des centaines, voire des milliers de personnes, sur la thématique, de la non-discrimination. Mhm. On est monté jusqu'à 30 collaborateurs dans le cabinet. Voilà et donc tout ça, c'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg. Ouais. La vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Je viens d'ailleurs de publier un bouquin qui s'appelle, «Une vie comme sur des roulettes», qui est donc, un peu un livre de mon histoire et il est construit comme un match de ping, en fait. C'est-à-dire que chaque chapitre, c'est un point gagné ou un point perdu. Enfin, ça a Ah, été synthétisé comme un point gagné ou un point perdu et je déflore la fin en disant que le set est quand même gagné, ouais. il est remporté, donc il y a plus de points gagnés que de points perdus. Mais bien sûr, tout n'a pas été, toujours absolument évident, Ouais. mais ça a été enfin, je vis une vie, je dis souvent que j'ai eu beaucoup de chance Mhm. dans ma vie. Alors il y a des gens qui me regardent avec les yeux ronds en me disant: «Mais comment toi qui es en fauteuil roulant, qui a attrapé la polio quand tu avais 8 mois, qui a passé, toute ta vie dans un fauteuil roulant, comment tu peux dire que ta vie a été réussie?» Bah, en fait, moi, je me suis vraiment éclaté dans toute ma vie et je m'éclate toujours d'ailleurs et donc voilà, c'est ce à la dans chaque ma fille a une phrase un peu mantra qui est, il y a le la notion de cadeau caché. C'est-à-dire que c'est dans Ouais. chaque chose, qui nous arrive dans la vie, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif et soit on se focalise sur le négatif et c'est très compliqué, soit on arrive et c'est pas facile, hein, mais Mhm. soit on arrive à regarder la dimension, cadeau caché, j'allais dire qu'on a derrière enfin ce qui s'est passé et on peut en faire quelque chose, quoi et ça Ouais. c'est ce qui a un peu gouverné, ma vie depuis toujours. Ouais, génial, merci pour ce partage. Bah, je travaille beaucoup aussi avec cette notion. Moi, je l'appelle pas cadeau caché, mais c'est presque pareil. C'est le trésor caché. Ouais, Euh, voilà. donc, on est en phase là-dessus. Bah, merci beaucoup pour cette intro et bah, justement, on va aller creuser tout ça ensemble. Bah, notamment dans cette première partie où j'aimerais qu'on aborde l'idée, tu vois,
du regard des autres, du handicap, des croyances et des Mmh, projections. mmh. Et peut-être ma 1re question pour toi là-dessus, c'est, à quel moment tu as peut-être compris que le vrai sujet, c'est pas seulement le handicap, mais le regard aussi qui est posé dessus? Je sais pas si je pourrais dire à un instant précis parce que c'est évidemment pas aussi évident que ça. Moi, je réfléchis moi, je suis quelqu'un qui c'est aussi, une notion que j'échange beaucoup avec mes enfants, je suis quelqu'un qui réfléchit, j'appelle ça en bulle de savon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une idée, émerge dans mon cerveau, mais j'en ai pas nécessairement absolument conscience. Et puis j'ai un peu l'impression comme si j'avais, tu vois quand on fait quand on fait des bulles, en fait, on s'aperçoit que la bulle, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, puis tout d'un coup, elle éclate, en fait. Et moi, j'ai un peu l'impression que ça fait comme ça dans mon cerveau, c'est-à-dire que la bulle, elle grossit doucement et quand elle éclate, l'idée devient absolument limpide, mais presque de manière instantanée, en fait. C'est assez rigolo, c'est quelque chose qui travaille en sous-jacent et puis tout d'un coup, paf et donc je saurais pas dire à quelle date la bulle a éclaté sur ce sujet-là, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans mon cerveau. Voilà, donc s pour répondre précisément à la question, je dirais, il faut peut-être que je parte du début, c'est-à-dire que donc moi j'ai attrapé la polio quand j'avais 8 mois. Bien évidemment à cet âge-là, j'avais pas conscience de quoi que ce soit, enfin de grand chose en tout cas, disons, ça a mis un peu de temps, à maturer dans mon cerveau. Après, je suis allé à l'hôpital tout de suite, donc je me suis retrouvé hospitalisé pendant un certain temps. Et quand on est tout bébé, bah, ça laisse quand même j'ai encore des flashs d'images, de l'époque, quoi. Donc parce que, bah, forcément, quand on se retrouve, loin de ses parents, loin de sa fratrie, moi j'ai 4 frères et sœurs qui sont plus âgés que moi, et ben, même quand on est tout petit, ça marque, quoi. Donc voilà. Heu et puis, bah, quand je suis revenu de l'hôpital, plusieurs mois après, parce que je suis resté quand même plusieurs mois à l'hôpital, bah, i je suis allé dans un centre spécialisé pour des enfants handicapés. Donc je devais avoir dans les 3 ans à l'époque, de 2 à 4 ans. Donc de 2 à 4 ans, j'ai été interne toute la semaine. Donc en fait, j'étais dans un centre pour enfants handicapés alors que j'avais 2 et 3 ans, quoi. Enfin 3 et 4 ans, quoi. Donc bah, forcément ça fait bizarre. Donc là, je pense que j'avais déjà conscientisé que c'était pas enfin, je sais pas si c'était pas normal, mais enfin, en tout cas, que c'était plutôt atypique, quoi. Parce que même si évidemment, c'était pas aussi clair et conscient que ça, mais c'est quelque chose qui a quand même assez rapidement marqué, mon enfance. Et puis après, je suis revenu et j'ai fait une scolarité dans l'école à côté de chez mes parents en maternelle. Là où ça a commencé à être un peu différent, c'est que quand j'ai fini mon école maternelle, je devais aller en CP et en fait, il y avait pas d'école pour m'accueillir en CP. Ma mère est mes parents ne trouvaient pas d'école pour que je puisse aller en CP et ils avaient pas envie de me renvoyer en centre, en internat. Donc la fameuse, enseignante, la maîtresse de l'école a dit à mes parents: «Ah bah, c'est pas grave, moi je vais le garder, je vais lui faire le CP, à lui tout seul». Donc en fait, c'était une école maternelle, mais elle m'a fait le CP. Donc du coup, et ben, elle a été, très enfin voilà, elle m'a fait un cours pour moi toute seule, quoi. Pour moi tout seul, quoi. Donc c'était incroyable en fait, et donc là, évidemment, c'était un peu particulier puisque je me retrouvais à être le seul élève de cette classe. Alors, j'avais pas forcément une vision, absolument limpide du fait que c'était différent. Moi, je trouvais ça finalement normal d'une certaine manière, mais c'était quand même, pas si classique que ça, quoi. C'était assez original, quoi. Donc voilà, je me suis retrouvé là et à la fin du CP, elle a dit: «Bah, là, par contre, je peux pas aller plus loin parce que moi, j'ai qu'une maternelle», et donc là, j'ai dû retourner en centre spécialisé. Et là, quand je suis retourné dans le centre, nécessairement, bah, je me suis rendu compte quand même que c'était différent. En revanche, en termes du regard, pour ce qui est du regard, hem, c'est quand même beaucoup encore dans le cocon familial, quoi. Donc moi, ma famille m'a jamais regardé différemment, quoi. Ils me considéraient comme bah, si, probablement qu'il y avait une forme de bienveillance, peut-être, spécifique de mes parents et de mes frères et sœurs,
j'en avais pas nécessairement conscience moi parce que j'étais dedans, donc c'était pas si évident que ça de se rendre compte, de voilà, de se regarder de l'extérieur. On se regarde pas de l'extérieur quoi, mais en tout cas bon, voilà, donc j'étais plutôt dans un environnement où ça se passait bien et il y avait pas de discussion. Et puis, par contre, quand je suis parti de retourner en centre, là, bah, forcément, ça me c'est pas forcément le regard qui a changé pour moi, c'est le fait que j'étais pas chez moi, quoi. Toute la semaine, j'étais en internat, donc forcément, c'était pas évident à gérer quand on a 7 ans, c'est un peu compliqué, quoi. Par contre, quand je suis arrivé en sixième, là, il a fallu que je retourne en secteur spécialisé parce que là, c'est là que j'ai vraiment découvert la question du regard, je pense, le plus fortement. Parce que quand ma mère a voulu m'inscrire dans le collège de secteur dont je dépendais, le principal du collège lui a répondu: «Madame, il y a des écoles pour les enfants comme les vôtres, nous on n'en veut pas». Et il a ajouté: «De toute façon votre mari est ouvrier, donc il est fils d'ouvrier, donc ça sert à rien qu'il fasse des études». Voilà, donc ça a sûrement un peu structuré mon envie de travailler sur la non-discrimination quelque part. Donc voilà, donc ça a été, ça a été un choc quand même. Ma mère est rentrée du collège, elle était dans un état, elle était en larmes et tout. Et du coup, bah, finalement, comme elle pouvait pas trouver de collège puisque, c'était le collège du village dans lequel j'habitais, et ben, je me suis retrouvé à retourner de nouveau à Flavigny, c'est-à-dire, au centre spécialisé pour personnes handicapées dans lequel j'avais été au départ, mais cette fois, pour le collège et le lycée. Voilà, et donc je pense que c'est là où ça m'a vraiment frappé de plein fouet, et parallèlement à ça, je sais pas, dans l'année suivante ou 1 ou 2 ans plus tard, j'y suis revenu un week-end parce que donc moi je revenais que les week-ends. Ce qui fait qu'évidemment j'avais peu de contacts et peu de copains, là où j'habitais puisque je connaissais personne quasiment quoi. Mes copains ils étaient à l'école où j'étais quoi, donc le week-end je me retrouvais un peu tout seul. Et puis à l'époque je marchais avec, j'étais en fauteuil mais je marchais aussi avec des béquilles. Et donc un jour on était dehors avec le voisin, donc on était dans une maison avec un voisin au-dessus. Et le voisin, et on était en train de discuter tous les 2. Puis il y a une fille qui est arrivée et qui connaissait donc mon voisin et qui commence à discuter avec lui. Et puis, bah, moi je commence à me mêler de la conversation, puis on commence à discuter ensemble et tout ça. Et donc on était à une période où je devais avoir 12, 13, 14 ans, je sais plus exactement précisément, mais en tout cas bah, évidemment à l'époque, je commençais à m'intéresser aux filles. Et donc mon voisin, à un moment donné, il discute avec elle et puis il se retourne vers moi, il met ses 2 bras devant mes 2 béquilles, parce que j'avais des béquilles du coup, et il dit à la fille en question, il lui dit: «Tu as vu, il y aurait pas ça, il serait bien quand même». Et donc bah, là j'en ai pris quand même un peu plein la tête, de plein fouet. D'ailleurs, la preuve c'est que je me rappelle de cette anecdote alors qu'il y a plein d'autres anecdotes qu'on oublie dans la vie, mais celle-là je l'ai pas oubliée. Et donc du coup je me suis dit: Bon, bah, c'est quand même que je dois être vraiment particulier parce que, bah, pour qu'il puisse dire un truc pareil, c'est que quelque part, il y a un truc qui est pas normal chez moi ou qui est pas bien chez moi, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai vraiment conscientisé, cheminé, conscientisé qu'un jour j'étais un que enfin que j'ai réalisé que en tout cas, moi je me sentais pas spécialement bizarre ou différent, mais que les autres me trouvaient bizarre ou différent. Et donc je sais pas trop ce que ça a généré chez moi d'ailleurs, à la fois probablement un peu de tristesse, de colère ou et cetera, mais aussi peut-être le fait de me dire: «Bah, puisque c'est comme ça, je vais vraiment être singulier et je vais faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, quoi». Mais en fait, je saurais pas le dire aussi clairement que ça parce que, enfin voilà, le chemin, il se fait c'est pas d'un seul coup qu'il se passe un truc, quoi. Même s'il y a des bulles de savon dans ma façon de raisonner, Mmh. il faut longtemps avant que la bulle de savon explose et que je le vois si clairement que ça. Mmh. Et c'est vrai, j'aime beaucoup cette métaphore des bulles de savon, je trouve que ça représente bien les étapes aussi, tu vois? Dans lesquelles, Mmh. on gravite et le temps aussi qu'il faut pour que ça éclate et qu'il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, ma prochaine question pour toi, c'est peut-être avec le recul d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été peut-être le plus déterminant pour toi? Est-ce que c'est accepter certaines choses telles qu'elles sont ou aussi, t'autoriser à ne pas t'y limiter?
tu vois? Bon, je crois que la chose la plus importante aujourd'hui, rétrospectivement, que je dirais, c'est que j'ai eu une chance incroyable d'être accompagné par la famille que j'ai eue, quoi. Ouais. Donc ça déjà, c'est un truc, en fait, ce que je pense moi, dans la vie, je pense que, heu, faire porter la responsabilité de ce qui se produit uniquement à la personne concernée, que ce soit d'ailleurs en bien ou en mal, c'est extrêmement réducteur. Je Mmh. pense que c'est le fruit d'un nombre, particulièrement important de composants et de facteurs et que c'est très difficile de dire, c'est la personne qui a tout réussi ou enfin d'ailleurs on réussit jamais tout, mais que les réussites sont liées à la personne ou que les échecs sont liés à la personne. En fait, c'est lié à un certain nombre à un contexte. Bien sûr que la personne a une responsabilité importante, mais elle n'est pas la seule. Enfin, je veux dire, moi j'ai eu une chance énorme d'avoir, un environnement et pourtant, enfin, moi je suis issu d'une famille, je j'allais dire prolétaire, on appellerait aujourd'hui le quartier où on habitait, on appellerait ça un QPV quoi, quartier politique de la ville parce qu'on était OK. vraiment voilà, ma mère, s'occupait des 5 enfants. Mon père, il travaillait 12 heures par jour parce qu'il faisait un poste de 8 heures et un deuxième poste de 4 heures pour, réussir à nourrir la famille. Mmh. On était vraiment, voilà, on avait très peu d'argent et cetera, donc c'est pas du tout les aspects matériels qui ont Ouais. été, là-dedans, mais, par contre, je pense qu'ils ils ont été, toujours extrêmement présents, toujours, bah, dans l'idée de nous aider, de nous accompagner, de nous faire grandir. Bon, voilà, donc je pense que ça a été déjà un facteur extrêmement important. Le deuxième facteur qui pour moi est est fondamental probablement dans ma vie, et je ne sais pas du tout d'où ça vient. Si c'est encore une fois, c'est lié sûrement à des tas de facteurs et c'est très difficile de savoir d'où ça vient, mais c'est que moi, à chaque fois qu'on m'a dit que c'était pas possible, ça m'a donné envie de le faire. Donc Ah, OK, intéressant. voilà, donc moi j'ai enfin le nombre de dans mon bouquin, je dis que quand même que le terme «c'est pas possible», c'est un des termes que j'ai le plus me concernant, c'est l'un des termes les plus importants que j'ai entendu dans toute ma vie, quoi. Et à chaque fois qu'on m'a dit: «C'est pas possible», moi je me suis dit: «Bah tiens, je vais essayer quand même». Donc, Mmh. alors ça veut pas dire qu'on va réussir, ça veut dire qu'on peut essayer. Voilà, c'est ça, c'est pour moi une vraie philosophie de vie, c'est de dire, alors d'où ça vient, ça, j'en ai aucune idée, quoi. Parce que, Mmh. heu, bah, voilà, je donne un exemple. Moi, j'ai donc 4 frères et sœurs, Ouais. aucun des 4 n'a eu le bac. OK. Moi, on m'a dit: «Tu peux pas aller à l'école parce que tu es en fauteuil», et moi j'ai eu le bac, et non seulement j'ai eu le bac, mais j'ai eu, 2 diplômes d'ingénieur derrière. Alors alors mes frères et sœurs, ils ont réussi des tas de trucs dans leur vie, mais bon, voilà, c'était pas non plus, enfin, l'environnement était pas ultra favorisant pour aller faire des études supérieures et cetera, et moi, j'en ai fait, et probablement que c'est lié au fait que j'ai été dans un environnement différent. C'est-à-dire que j'étais perçu par les autres comme différent et j'ai suivi ma scolarité dans un environnement différent. Et peut-être que si j'avais voilà, j'ai une autre phrase, un peu que j'aime bien, c'est de dire: «Ça sert à rien de se demander ce qui serait passé si ce qui s'était passé ne s'était pas passé». Mmh. Voilà, mais donc on ne peut pas le savoir, mais c'est pas exclu quand même complètement que tout ça, ce soit quand même imbriqué quoi, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est un 2e élément, et le troisième élément qui gouverne quand même assez ma vie, c'est le fait de dire: «Bon, moi j'ai plutôt tendance», et ça aussi je sais pas d'où ça vient, et ça aussi pour moi j'en suis vraiment content de l'avoir. J'ai une vraie tendance à voir le verre à moitié plein à la place du verre à moitié vide, quoi. Mmh. Donc de tirer c'est là où on revient à la notion de cadeau caché et cetera. Ouais. C'est-à-dire bien sûr que, l'idée c'est pas d'être complètement naïf et de pas du tout voir les aspects négatifs, d'un événement ou d'une chose, bien sûr, c'est clair. Mais heu, quasi totalement, quasi toujours, quand un truc, se produit, même quand c'est pas quelque chose de positif, Mmh. on peut en tirer des enseignements, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans le sport au départ, parce que quand je commençais à faire du sport de haut niveau, je détestais tellement perdre Mmh. que ça me paralysait. D'accord. C'est-à-dire quand je perdais un match, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter de jouer, d'arrêter le ping parce que ça me
dévastait quoi. Tellement je détestais ça. Ouais. Et puis un jour, je me suis rendu compte, ça aussi c'est une forme de bulle de savon, je me suis rendu compte que si jamais je continuais de réagir comme ça, j'arriverais jamais à progresser en fait. Et Mmh. que pour progresser, il fallait réussir à s'alimenter des échecs et des défaites et qu'il fallait en tirer des enseignements. Mmh mh. Et c'est ça à mon avis, c'est ce jour-là, le jour où j'ai compris ça, que vraiment j'ai pris une dimension de et où j'ai grimpé au niveau du classement mondial parce que j'ai réussi à ne plus rejeter la défaite comme intrinsèquement un truc atroce, même si ça restait très pénible, hein, Mmh. voilà, ça me rendait fou, hein, de perdre un match, mais ça n'empêche. J'arrivais après, après un petit temps d'énervement très violent, de j'arrivais à en tirer, finalement des choses positives. Et Mmh. ça, aujourd'hui, où j'ai pris beaucoup plus de distance par rapport, au fait de gagner, de perdre et cetera. Heu, voilà, en plus quand on a des petits enfants, il faut qu'on apprenne à perdre quand même. Oui, Parce que si on veut leur apprendre à perdre à eux, il va falloir qu'on accepte soi-même. exactement. Mais pas que, voilà et avec des enfants aussi d'ailleurs. Ouais. Hem, mais donc je trouve que ça a été vraiment un des éléments, pivots de ma vie que finalement d'accepter à de perdre. C'est pas aimer perdre, c'est Mmh. pas vouloir perdre, c'est accepter de perdre, ce qui est autre chose et de Mmh. réussir à en tirer quelque chose, en fait. Mmh. Ouais, ça me parle beaucoup. Je travaille beaucoup sur ça en coaching, sur l'idée d'accompagner la personne à percevoir qu'il y a toujours, 2 faces de la même pièce et que souvent on est polarisé sur juste une seule face, donc dans le positif ou le négatif. De plus en plus, si on est capable de percevoir alors, les trésors, les cadeaux, mais aussi à l'inverse, le coût d'une certaine Mmh, situation, mmh. on est capable d'être beaucoup plus lucide et conscient, tu vois, de la globalité de de ce qui se passe et j'aime beaucoup ce que tu dis, aussi sur, accepter de perdre comme faisant partie aussi du chemin, de quelque chose qui arrive derrière aussi dans la construction. Tout à fait. Ça pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement, hein, parce qu'au départ, vraiment, c'était vraiment quelque chose qui était horrible pour moi. C'est de perdre un match, mais tu as même pas idée de ce que ça me faisait, quoi. Ça me détruisait, quoi. Ah ouais, Et ouais. puis j'ai eu une chance énorme, c'est parce que j'ai parlé de ma famille, mais la très grande chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de rencontrer ma femme. Jeannette, je l'ai rencontrée quand, j'avais 12 ans OK. et la première fois que je l'ai vue, je me suis dit: «Je vais me marier avec elle». Waouh. Alors elle, elle était pas d'accord du tout. In fine, on s'est mariés et on a eu 3 enfants ensemble et alors Jeannette, elle avait un franc-parler, Ouais. tout à fait exceptionnel. Elle était capable de te dire des vérités qui te faisaient pas forcément plaisir à l'instant T, mais qui finalement t'aidaient à grandir, quoi. Et Mmh. moi, un jour, quand on était en train j'étais en train de faire du ping, et je faisais un match, où j'étais pas bon et ça se passait mal et tout ça et à la fin du match, elle me dit: «Tu m'emmerdes, moi, si c'est pour que tu joues comme ç si c'est pour que tu te comportes comme ça m'intéresse pas, je vais me barrer, quoi. Parce que, tu es un vrai petit con quand tu es comme ça» OK. et elle m'a mis une grosse claque, en fait, enfin claque, Ouais, verbal. bah, voilà, une grosse claque émotionnelle et verbale et là, je pense que ça a été vraiment ça le déclencheur de ma prise de conscience et du fait que je puisse me dire: «Dans les défaites, il y a des choses à faire» et et donc c'est grâce à elle, je pense et toute sa vie, en fait, toute notre vie commune, on a été dans le fait elle était pas intransigeante, elle était extrêmement droite et quand Mmh. elle avait un truc à dire à quelqu'un, elle lui disait. C'est aussi une façon d'honorer la relation, hein, aussi d'avoir cette franchise, Ah ouais, elle avait voilà, elle avait une vraie transparence dans sa dans alors je lui disais des fois: «Tu pourrais mettre un peu plus les formes, c'est plus facile à faire passer le message». Bon, bah, elle me dit: «Écoute, j'ai un truc à te dire, je te le dis, puis c'est tout, quoi». et Bon, voilà. OK, bon, bah, voilà. Ouais. Bon, ça a pas été un long fleuve tranquille tous les jours du coup, hein, mais ça a été très enrichissant, quoi. Ah génial, génial et dans ce que tu disais aussi, j'entends que cette idée de ne jamais renoncer, ça a été quelque chose de très fort, dans ton parcours, tu vois? Mais comment tu fais la différence justement entre persévérer, tu vois, et t'acharner?
avec le recul de ton expérience de vie? Ah, c'est une Et vraie ques c'est une question extrêmement alors ça m'amène à une réflexion enfin plus globale encore que ça. À cette époque-là, donc du coup, avec Jeannette, on avait décidé de prendre un appartement ensemble. Elle, elle faisait des études d'architecture et moi, j'avais fait mes études de maths. Elle avait arrêté ses études d'architecture parce qu'alors là, pour le coup, vu qu'elle était aussi en fauteuil, c'était, très, 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 très compliqué parce que là, pour le coup, rien n'était adapté pour faire de l'architecture, donc elle avait laissé tomber en cours d'année et moi, j'ai été jusqu'à la fin de l'année, mais, de manière quand même relativement en en dilettante, on va dire un peu. mmh, Et puis on a décidé de prendre un appart ensemble et on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on va faire comme études l'année prochaine?» Et donc OK. moi, je voulais faire du génie civil à l'époque. C'était pas très réaliste non plus, mais comme j'aimais bien faire les trucs qui me paraissaient impossibles, donc je me suis dit: «Je vais faire du génie civil» parce que je voulais aller en Afrique pour faire des puits et pour aider les populations. Et on va à Grenoble et on est partis à Grenoble tous les 2 pour faire, pour faire des études, pour que je continue mes études. Et là, en fin de première année, c'est là où on va arriver à la notion de différence entre, persévérance et acharnement. En fin de première année ou en cours de première année plutôt, milieu de première année, parce que là, la première année, j'étais qu'avec des gens qui avaient fait maths sup, maths spé, Mmh. donc ils avaient un niveau de maths et de physique qui était bien supérieur au mien. Mmh mh. Donc la première année était une vraie galère pour moi parce qu'en fait, c'était beaucoup de cours théoriques, voilà, j'avais beaucoup de mal à enfin j'avais voilà, c'était difficile. Donc en cours d'année, je me suis dit: «Bah, je vais arrêter», en fait. J'ai failli arrêter Mmh. et on a eu une soirée nuit, on va dire soirée nuit de discussion avec des copains et Jeannette qui était là et qui m'ont poussé, poussé, poussé. C'est là où je dis que l'environnement est quand même extrêmement important. Si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais arrêté, en fait. Mmh. Et puis, bah, là, finalement, ils m'ont dit: «Mais non, mais tu peux pas arrêter, là, c'est un mauvais moment à passer, nanania». Donc j'ai continué les études, ce qui fait que la première année, j'ai dû terminer 60e ou à peu près de la promo sur 90, mais j'ai Mmh. réussi à avoir mon année. La deuxième année, j'ai terminé 16e et la troisième année, j'ai terminé 6e. Voilà. OK. Et donc parce que c'est devenu de plus en plus opérationnel, voilà, puis j'avais rattrapé un peu mon retard et tout ça. Mmh. Et donc voilà, est-ce que je me suis acharné? Bah, probablement pas puisque j'ai réussi donc à la fin. Mmh. Donc le truc c'est que alors c'est là où ça me fait penser à une notion qui est pour moi là, qui gouverne, quand même bien, ma vie et je pense qu'il devrait être beaucoup mieux connu par les gens et que j'ai beaucoup investigué lorsque dans le cadre du cabinet, c'est la notion de raisonnable en fait. C'est la Raisonnable. OK. parce qu'en fait, le fondement de la réussite de la notion d'égalité des chances et notamment de prise en compte du handicap en milieu professionnel, mais dans la vie de tous les jours, c'est le concept de compensation. Mmh mh. Le concept de compensation, c'est je regarde une personne dans un environnement. Mmh mh. Si l'environnement est inadapté, ou même s'il est le mieux, enfin, ouais, disons, la personne dans un environnement qui va lui être inadapté puisqu'elle est construite pour la majorité des gens. Et la personne ayant des spécificités, des singularités, ces spécificités ou ces singularités vont déclencher un désavantage dans un environnement donné. Par exemple, moi, quand je prends le train, et ben, le train n'étant pas accessible, il faut que j'arrive avant, faut qu'on m'aide à monter dans le train et cetera. Enfin, donc ça me prend du temps. Ou qu'une personne qui va être déficiente auditive, par exemple, et ben, ça va lui demander de l'énergie, de l'adaptation et cetera pour pouvoir être dans un environnement ordinaire. Mmh De mh. même pour les handicaps psy, enfin pour toutes les formes de handicap, mais mais on peut extrapoler ça à d'autres situations comme, des gens étrangers qui ont pas la culture du pays et qui vont se retrouver, en difficulté parce qu'elles connaissent pas la culture du pays et cetera. Donc en fait, la personne dans un environnement qui lui est inadapté va être désavantagée par rapport à la norme. Et donc pour réussir à construire la notion d'égalité des chances, il va falloir compenser le désavantage Mmh. en donnant à la personne des moyens qui lui permettent de ne pas être désavantagée. Mmh mh. Donc ça, c'est vraiment la base de la notion d'égalité des chances et de non-discrimination. Au-delà du regard, le regard, c'est ce qui fait la discrimination directe. Mmh mh. La compensation, c'est ce qui est constitutif de la discrimination indirecte. C'est-à-dire si on ne met pas en place la compensation, eh ben, la personne se retrouve indirectement discriminée. Mmh. Je ne sais pas si je suis clair dans mon Ouais, propos, ouais. mais Exclu entre guillemets, enfin dans un exclu du sens coup quoi. parce qu'en fait, sa performance
dans un environnement donné, va être inférieur à la norme parce que l'environnement, lui, est inadapté, en fait. Bien sûr. Mmh. Le truc, c'est que une fois qu'on se dit ça, alors, il faut avoir en tête que la compensation, c'est la réponse, par contre, à un non-choix. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne n'a pas envie de faire quelque chose, c'est parce qu'elle ne peut pas le faire. Mmh. C'est là où il y a le libre arbitre qui rentre en ligne de compte de manière importante. Sauf que le truc, c'est que la compensation, elle peut coûter, alors, pour simplifier, elle peut coûter, si on prend un truc d'argent, mais ça peut être d'argent, de l'énergie, et cetera, enfin, peu importe ce que c'est, ou de la force, peu importe, du temps, et bon. Mais supposons, pour simplifier, qu'on prenne l'argent, la compensation, elle peut coûter pas cher. Par Mmh. exemple, une souris ergonomique pour quelqu'un qui a des problèmes de TMS au poignet, c'est pas cher, donc ça, on va le faire. Puis ça peut coûter très, très cher. Mmh. S'il fallait, par exemple, raser toutes les montagnes pour que les gens qui sont en fauteuil n'aient pas de problème de pente, bah, ce serait voilà. Donc il y a entre c'est pas cher et c'est très, très cher, il y a une limite, en fait. Mmh. Et ce qui doit être mis en œuvre pour être dans l'égalité des chances, c'est la compensation quand elle n'est pas disproportionnée. Mmh. Donc c'est une notion qui est la notion de raisonnable. Voilà. Alors pour revenir à ta question initiale sur, quelle différence il y a entre l'acharnement et la persévérance, eh ben, on retrouve un peu des choses un peu équivalentes, enfin en tout cas transposables. Quand c'est déraisonnable, c'est de l'acharnement, en fait. Mmh. Quand c'est raisonnable, c'est de la persévérance. Donc OK. cette notion de compensation raisonnable, cette notion, pendant 20 ans, quand j'avais le cabinet, c'est la notion que j'ai. Que tu as Si je creusé le devais plus? dire, il y a un truc que j'ai travaillé pendant 20 ans, Ouais. c'est la notion de compensation raisonnable. Mmh. Et je trouve que cette notion, elle est extraordinaire parce que bien évidemment, elle s'applique non pas exclusivement à la personne, handicapée, mais à n'importe qui. Mmh. Parce que tout le monde a ses fragilités, tout le monde a ses inadaptations par rapport à un environnement standardisé. Bien sûr. Et donc tout le monde a besoin à la fois soi-même de compenser, c'est-à-dire de faire un effort pour entrer dans un environnement qui ne lui est pas nécessairement adapté. Mmh. Mais si on veut que ça marche, il faut que l'environnement fasse le chemin vers la personne pour la mettre dans un environnement de réussite. Mmh. Il y a cette idée de symétrie. Oui, ou d'efforts partagés, en fait, Mmh. d'efforts partagés. Et ça, en fait, le problème, c'est que c'est une notion qui est quand même assez peu véhiculée encore aujourd'hui dans les entreprises, où l'entreprise a tendance à s'attendre à ce que le candidat ou la personne s'intègre dans son environnement et que ce soit à elle de faire l'effort, en fait. Bien sûr. Mais dans un environnement dans lequel, on a de plus en plus de gens qui ont des revendications individuelles, des gens qui viennent de partout avec la mondialisation, et cetera, des gens qui sont handicapés, des gens qui ont 55 ans, qui travaillent toujours, mais qui veulent avoir plus de temps, et cetera. Enfin, tout ça fait que, l'entreprise ne peut pas passer à côté de ce regard. Alors, le problème, c'est que souvent, on a des mouvements de balancier. C'est-à-dire qu'on a eu une période pendant des années, pendant des siècles, des années, et des dizaines d'années, on a eu, une attente que ce soit la personne qui s'adapte à l'environnement tout le temps. Mmh. D'ailleurs, dans un pays comme la France, qui construit autour de la notion d'égalité, c'est quand même quelque chose qui a été très véhiculé parce qu'on dit: «Vu que tout le monde tout le monde doit être égal, et ben, en fait, tout le monde doit être traité pareil». Sauf que le problème, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes problématiques et Mmh. fragilités, besoins spécifiques, et cetera. Donc on doit pas, donc pour que ça marche, il faut qu'on passe de l'égalité à l'équité, en fait. Mmh. Et l'équité, c'est donner la compensation aux gens qui en ont besoin. Mais on peut pas, si on s'attend à ce que ce soit la personne qui fasse l'effort uniquement, bah, on est dans l'égalité ou l'égalitarisme, et on est vu du coup, on élimine des tas de gens qui peuvent pas. C'est Ouais. pas qu'ils ont pas envie, c'est qu'ils peuvent pas, en fait. On crée des barrières Encore à l'entrée, ouais. Mmh. à l'entrée, et même durant toute la vie. Et Et à pendant et après. l'inverse, Ouais. d'autres qui vont se dire: «Tout n'est qu'une question d'environnement», et donc si tout n'est qu'une question d'environnement, la responsabilité individuelle disparaît. Et moi, j'y crois pas non plus. Enfin, je veux dire, si Mmh. jamais, on se déresponsabilise totalement, on n'a plus je veux dire, aucune, satisfaction. Quand on fait du sport de haut niveau,
on s'aperçoit quand même que si on fait pas soi-même les efforts, on n'a aucune chance d'y arriver. On peut mettre tout l'environnement qui va bien autour. Mmh. Si moi je fais pas, ce qu'il faut, bah, j'y arriverai pas. Donc Mmh. c'est un partage à la fois des responsabilités et de l'effort qui doit être fait de telle manière que, en fait, l'environnement soit suffisamment adapté pour que la personne ait la possibilité, se retrouve dans un contexte dans lequel elle peut être la plus performante possible Mmh. avec les ressources dont elle dispose, en fait. Mais parce qu'on l'a mise dans un environnement de réussite et non pas dans un environnement de standardisation, voilà. Sauf que, Mmh. bah, c'est évidemment assez compliqué parce que les gens, on a souvent tendance à confondre la notion de compensation et la notion de traitement de faveur. Ouais. Dans un pays qui est comme le nôtre, très construit autour de la notion d'égalité, on conjugue enfin, on associe souvent: «Je te traite différemment», enfin, je te donne de la compensation en gros et je trouve que c'est un traitement de faveur que je te fais. Bah, non, en fait. Mmh. Si jamais c'est une réponse à un non-choix, c'est de l'équité, c'est pas du traitement de faveur. Ouais. Et ça, c'est quelque chose et nous, les êtres humains, on est très favorables à l'égalité quand c'est pour les autres et à l'équité quand c'est pour nous, hein. Mmh. Donc la question, c'est de réussir à faire la pédagogie nécessaire pour se rendre compte que cette notion de compensation, elle est fondamentale, mais c'est pas parce qu'on met de la compensation en œuvre qu'on enlève la responsabilité individuelle de ce qu'on peut être amené à faire. C'est-à-dire Mmh. qu'il faut faire du mieux de ce qu'on peut avec ce dont on dispose. Et ça, c'est ce qui fait qu'on est enfin, on s'éclate dans la vie, quoi. Parce Bien qu'on sûr. a on sait pas limiter, on dépasse ses propres limites, on essaye de faire des choses, au-delà de ce qu'on pensait qu'on pouvait faire, mais on ne peut le faire qu'à partir du moment où l'environnement est propice pour le faire, quoi. Mmh. Ouais, super intéressant ce que tu dis et ce que tu partages aussi sur, bah, la société, l'entreprise, mais aussi sur le haut niveau. Je pense que ça fait une transition parfaite pour, tu sais, la prochaine partie où j'aimerais qu'on parle un peu de cette idée de performance Mmh mh. et peut-être que tu nous ramènes dans ton expérience, tu sais, peut-être un moment décisif comme les jeux olympiques ou un moment où tu as eu, tu vois, une médaille d'or et nous amener qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans ta tête à ce moment-là, dans un moment où il y a de l'enjeu, il y a de l'émotion, où c'est potentiellement le graal, tu vois, de ton Mmh. parcours sportif. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Guy à ce moment-là? Alors, je vais repartir un peu d'avant pour parce qu'évidemment tout ça c'est encore une fois, c'est le résultat de ce qui s'est passé aussi avant, quoi. Mmh. Donc moi j'ai commencé le ping, la première fois que j'ai dû jouer avec une je vais pas dire avec une raquette, que j'ai lancé une balle, Ouais, je devais avoir dans les 7 8 ans. C'était OK, sur la table de la salle à manger de chez moi, avec mon frère. On avait mis un double décimètre sur la table pour faire le filet ouais. et on jouait avec, une raquette en bois ou un morceau de bois, un truc comme ça. Et j'ai dit à ma mère: «Maman, un jour je vais être champion olympique». Hem, alors évidemment à l'époque je savais pas du tout que les jeux paralympiques existaient, donc j'avais dit champion olympique, mais j'avais pas dit champion paralympique parce que je savais pas que ça existait. Mmh. Et ma mère, en rigolant, quelques années plus tard, elle m'a dit: «Quand tu m'as dit ça, je me suis dit: "Bon, bah, je pense que mon fils n'a pas qu'un handicap physique"». Du coup, elle était bon, elle s'est dit: «Il est pas lucide», mais bon, les rêves d'enfant, elle allait pas me casser mon rêve d'enfant comme ça quand même, Mmh. donc elle m'a dit: «Mais bien sûr, tu vas y arriver, machin et tout ça». Bon, et puis bon, voilà, c'était vraiment pas on peut pas appeler ça du tennis de table, mais voilà, c'était un peu une sorte de d'amorce du truc. Puis Ouais. quand je suis arrivé dans mon centre, où j'étais en internat, comme quoi encore une fois, dans toute chose, il y a des choses, même si ça a été une période très compliquée, pour moi, ça a quand même été, aussi des choses des révélations que j'aurais peut-être pas eues autrement. On a un éducateur qui était bon, en gros, on a passé toute la semaine là-bas, donc au bout d'un moment, on s'embêtait un peu quand même et on a un éducateur qui est venu nous voir un jour avec mon groupe de copains et qui nous a dit: «Bah, tiens, il y a des tables, au foyer, il y a des tables de ping-pong, est-ce que ça vous dit de jouer ensemble?» Lui, il jouait un peu, donc on a dit: «Bah, pourquoi pas?» et on a commencé à jouer avec lui. Bon, au début, il était bien plus fort que nous quand même, évidemment, puisque lui, il jouait depuis un moment, puis que nous, on n'avait jamais joué, quoi. Puis on Mmh. a commencé à jouer. Puis en fait, très vite, je me suis aperçu que j'étais plutôt bon dans ce sport. Enfin, voilà, je me débrouillais bien. D'ailleurs, au bout de quelques semaines, mois, j'étais plus fort que l'éducateur, voilà,
Donc en fait, assez vite, je me suis rendu compte que, bah, j'étais le meilleur de mon groupe de copains et cetera. Donc je me suis dit: «Tiens, c'est un sport qui me convient, quoi». Mmh. Donc je m'y suis mis, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que dès que j'avais un moment, je faisais du ping, dans le foyer. Évidemment, c'était pas un entraînement, structuré, voilà, mais bon et puis, ben, on a commencé à faire quelques compétitions à l'époque, ça s'appelait FNSU là, sport universitaire quoi, enfin, sport scolaire et universitaire et donc la première compétition que j'ai faite, j'ai joué je raconte ça dans le bouquin, mais c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué pour moi, c'est que je suis arrivé dans une compète et j'ai joué contre un gars, qui était pas handicapé, hein, mais voilà et qui jouait et on a fait un match et je me suis fait écrabouiller. OK. Mais en fait, il faisait des services et moi, j'y comprenais rien du tout parce que personne n'avait jamais fait ça face à moi. Donc il faisait des services, il mettait beaucoup d'effets dans les services et cetera et moi, je comprenais rien du tout. Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi?» Ouais. Donc il m'a écrabouillé et alors jusqu'à la fin de la compétition, je me suis mis derrière lui et j'ai regardé ce qu'il faisait. Je suis rentré au centre et là, j'ai commencé à faire des services Mmh. et là, donc mes copains, ils comprenaient rien du tout évidemment, mais je leur ai dit: «Bah, il faut que vous essayiez aussi, comme ça moi, je vais apprendre à les remettre, machin et tout ça». Donc on a fait ça et quelques mois plus tard, on est retourné à une compétition là et j'ai rejoué contre ce même gars et c'est moi qui l'ai écrabouillé ce coup-là. Parce OK. qu'en fait, lui, il faisait les services, mais du coup, j'avais compris ce qui se passait et je réussissais à la remettre. Mais moi, je faisais les services et lui, il comprenait rien du tout à ce qui se passait, donc c'est moi qui mettais tous mes services. Et c'est là que je me suis dit: «Bon, OK, donc il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler». Donc je me suis mis vraiment à en faire beaucoup, 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 beaucoup et donc une année, donc quand j'étais en terminale, heu, j'ai un autre éducateur qui est venu me voir en me disant: «Bon écoute, tu te débrouilles vraiment bien en ping et tout ça, je voudrais te présenter le responsable national du ping en fauteuil, enfin en du handisport quoi». Alors moi je ne savais pas du tout que ça existait à l'époque, hein. Mmh. Donc je lui dis: «Mais de quoi s'agit-il?» Donc il m'a expliqué que le handisport existait machin et là, je suis allé le rencontrer ce responsable national et donc il a dit, enfin donc mon éducateur a dit: «Vous devriez voir». Il m'avait jamais vu jouer puisqu'il savait même pas que j'existais et donc il dit: «Vous devriez voir, il joue très bien, machin, tout ça». Bon et donc à l'époque, c'était vraiment, comment dire? Beaucoup moins structuré que ça ne l'est aujourd'hui, hein. Donc le gars lui a dit: «Bon, bah, écoutez, pas de problème, il y a une compétition nationale tel jour à Paris, il a qu'à venir, il participera à la compétition». Mais j'étais pas passé par les sélections, rien du tout. Il m'a mis directement dans ce qu'on appelle la nationale 1, OK. meilleur niveau. Bon, bah, moi, j'y suis allé, hein, j'y suis allé et j'ai joué mon premier match contre le champion de France de l'année d'avant. Premier match, hein Ouais. et j'ai gagné 2-7-0. J'ai battu le champion de France de l'année d'avant OK. et bah, c'était un truc de fou, quoi. Donc Tu t'es alors dit: lui, il était «Waouh!» fâché comme tout lui était tout fâché, il dit: «Ouais, mais il a rien à faire ici, nanani nanana». Bon, Ouais. enfin bon, peu importe. Bon, finalement, donc j'ai joué mon deuxième match, j'ai gagné, j'ai joué mon troisième match, j'ai gagné. Je me suis dit: «Waouh, c'est trop facile, ça n'a pas d'intérêt» et puis après j'ai joué 8 matchs et j'en ai plus gagné un seul. J'ai tout perdu après et là je me suis dit: «Ah, c'est pas si simple que ça quand Ouais. même» et donc là je me suis dit: «Il faut que je travaille encore», donc je me suis entraîné et tout ça Mmh. et là c'est là que je me suis rendu compte que ça suffisait pas de savoir faire des services quoi, qu'il fallait faire autre chose et cetera. Donc j'ai encore continué à travailler et la deuxième année, j'ai été champion de France et je suis devenu le meilleur joueur français. Alors ça a été une super émotion à l'époque de devenir champion de France, c'était vraiment une émotion, parce que bon, en 2 ans, j'avais réussi à être, finalement le numéro un français, tout ça, donc bon, c'était top, quoi et j'étais sélectionné en 84 pour les Jeux. Alors là, ça devait être aux États-Unis. Ils ont pas organisé non plus les Américains à l'époque et donc on s'est retrouvé à Stockmanville en Angleterre et donc voilà, bon, du coup, j'ai participé aux Jeux et là, j'ai perdu en quart de finale et j'étais quand même très déçu parce que j'avais été champion d'Europe entre-temps. Donc OK. j'étais devenu champion d'Europe et j'ai perdu, aux Jeux. Bon là, c'était assez frustrant pour moi parce que je m'attendais à des meilleurs résultats, mais voilà. Donc là, je suis revenu des Jeux en me disant, «Ça ça a pas été, comme je voulais», donc j'étais quand même très frustré et tout ça, bon. Et puis, en 86, il y avait les championnats du monde qui avaient lieu à Brisbane en Australie, Ouais.
Sauf qu'on avait un responsable national du ping à l'époque qui faisait pas du tout l'unanimité, et donc on avait fait une pétition, les joueurs de tous les joueurs avaient fait une pétition pour demander son départ. Et Jeannette et moi, on avait été un peu à l'origine de la pétition parce que vraiment on trouvait que ça se passait vraiment pas bien et tout ça. Et donc bah, du coup, on avait fait, cette pétition et donc le gars en question, heu, au mois d'août, alors la fédé décide du coup de l'enlever et de le remplacer, mais il reste jusqu'au championnat du monde. Et donc au mois d'août, ça avait lieu en novembre, je crois, ou décembre, les championnats du monde. Au mois d'août, enfin, avant, il m'appelle, il me dit: «Voilà, il y a les Jeux mondiaux de Stockmanville en Angleterre. Est-ce que tu veux y aller? Bon, moi, j'aimerais mieux envoyer, des gens qui y sont jamais allés encore pour leur faire découvrir, machin et tout ça». Je dis: «Bah, c'est toi le responsable, c'est toi qui décides. Moi, si tu veux que j'y aille, j'y vais, mais si tu préfères envoyer d'autres personnes, pas de problème pour que j'y aille pas, quoi, parce que Mmh. voilà». Donc il me sélectionne pas et puis il annonce les sélections pour les championnats du monde et j'y étais pas. Déjà, ça avait fait le coup pour les Jeux de 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 80 et là, il me sélectionne pas. Alors, bah, moi, je dis: «Bah, c'est quoi le truc?» Ouais, J'étais numéro un français quand même, ouais. mais il me sélectionne pas et il dit à la fédé: «En fait, je le sélectionne pas parce qu'il a refusé la sélection pour Stockmanville». Mais en fait, c'était sa contrepartie du fait qu'on avait fait signer Ouais, la et la pétition vengeance, la vengeance, voilà. Donc je ne suis pas allé au championnat du monde de 86. Ça a failli me faire arrêter le ping quand même. C'était à l'époque en plus où on s'est installé à Paris pour le boulot avec Jeannette et tout ça. J'étais très pris par mon boulot, je commençais à travailler, machin. Donc on avait Lucas, notre fils aîné qui avait 3 ans, donc j'étais très occupé. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, c'est comme ça, allez, j'abandonne, je laisse tomber». Bon, donc on est resté pendant je suis resté presque pendant 1 an quasiment sans jouer, quoi. Parce que bon, je me suis dit, mais comme il a été remplacé, le nouveau responsable national m'a appelé en me disant: «Mais Guy, qu'est-ce que tu fous? On te voit plus, machin». Je dis: «Ouais, bah, moi ça m'a saoulé, je j'ai» et il m'a dit: «Non, non, mais il faut que tu reviennes, absolument et tout ça». Et donc j'ai recommencé. Et mmh, là, il m'a dit: «Mais tu vas voir, tu vas réussir à Séoul, ça va marcher, tout ça, les jeux, il y a les jeux à Séoul, c'est comme». Et donc je suis allé à Séoul. Et là, à Séoul, et ben, j'ai gagné quand même 2 médailles d'or et une médaille d'argent. Et donc ça a été quand même, fantastique. Donc ouais, là, des émotions géniales. Alors il y a eu les émotions, premier titre de champion de France, premier titre de champion d'Europe, ces titres, au niveau, paralympique évidemment, c'était encore le le gap, niveau, le niveau encore au-dessus, quoi. Donc voilà, donc du coup, bah, ça a été vraiment, des grands moments. Et je dirais qu'après, le truc, c'est qu'il y a eu, les 4 années suivantes, en fait, j'ai gagné pratiquement tout sauf les championnats du monde, auxquels j'ai perdu encore, au championnat du monde en simple. Donc on avait été champion du monde par équipe, mais j'avais perdu en simple. Donc c'était le seul titre que j'avais jamais gagné, quoi, le titre de champion du monde. Mais mmh, bon, voilà, on continue et j'arrive avant Barcelone. Et là, à Barcelone, j'étais numéro 2 du classement mondial. Et mon objectif, c'était de devenir numéro 1 mondial. Et donc, je suis allé voir mon employeur, je lui ai dit: «Bah, je voudrais me préparer au mieux par rapport à ça et comment on peut faire?» Et ils m'ont détaché pendant 6 mois, en fait. Pendant 6 mois, j'ai fait que ça. Donc du coup, bah, j'ai préparé au mieux les jeux, j'ai gagné les jeux à Barcelone et là, je suis devenu numéro 1 mondial. Et la finale, c'était au Palau San Jordi, il y avait des milliers de personnes dans la salle et je crois que le moment le plus intense quand même de toute ma carrière, ça a été celui-là où, en gagnant le titre, en simple, je savais que je devenais numéro 1 mondial. mmh Donc ça a été un moment vraiment charnière, ça. Et le deuxième moment vraiment enfin le dernier moment vraiment charnière, après bon, j'ai encore gagné à Atlanta, mais disons, c'était, bah, à l'époque, j'étais déjà beaucoup moins impliqué, je savais que j'allais arrêter tout ça. Par contre, j'ai décidé d'arrêter ma carrière après Atlanta. Et là, le responsable national, toujours le même, me rappelle en me disant: «Non mais Guy, tu peux pas arrêter parce que les championnats du monde dans 2 ans, ils ont lieu à Paris. Tu as jamais gagné le titre de champion du monde.
En plus, C'est à la maison. j'avais toute une histoire avec Christophe Durand qui était un jeune, quand je l'ai rencontré, il avait 16 ans en 88 et on s'est entraîné pendant 10 ans ensemble et on a des relations très, très fortes ensemble et cetera et lui, il commençait à être vraiment au top, donc on s'est dit: «On va jouer ensemble par équipe, ce serait quand même super de terminer ensemble et tout ça». Bon voilà et donc au championnat du monde à Paris, j'y suis allé finalement et j'ai été champion du monde par équipe avec Christophe et en simple, titre que j'avais jamais gagné. Et donc là aussi, ça a été particulièrement intense parce que là, je savais que c'était vraiment ma dernière compétition Mmh. et en plus, j'étais champion du monde avec Christophe et donc là, ça a été vraiment, un moment incroyable d'ailleurs, quand j'ai joué mon dernier point en finale du simple que j'ai gagné, j'ai lâché ma raquette et là, je me suis mis à être en larmes pendant Ouais, un quart d'heure, j'arrivais plus à m'arrêter, ouais. tellement ça avait été, émotionnellement Énorme, ouais. énorme, quoi. Ah ouais, super. Et donc, là aussi, il y a eu des moments dans ma carrière où j'ai failli, arrêter. Est-ce que c'était de l'acharnement? Est-ce que c'était de la persévérance? C'est difficile à dire, mais ça a été finalement de la persévérance. Ouais. Heu, c'est un je fais souvent le parallèle avec encore une fois, la compensation raisonnable dont je parlais tout à l'heure. On me dit souvent: «Mais en fait, comment on sait que c'est raisonnable, en fait? Mmh. Comment on peut savoir que quelque chose est raisonnable?» Et je dis: «C'est raisonnable parce que c'est durable, en fait». C'est-à-dire que si ça n'est pas raisonnable, ça ne sera pas durable. Parce que l'effort à faire sera disproportionné pour une des parties Mmh. et du coup, si c'est disproportionné, ça ne tiendra pas dans la durée. OK. OK, Alors on l'histoire dit: «Oui, du mais du comment?» jeu long. Voilà, mais du coup, comment on sait que c'est raisonnable? Parce que c'est durable. Mais comment on le savait avant? Eh ben, parce que ça a duré. Mais on le savait pas avant. Bah non, on peut le savoir qu'après, en fait. Mmh. Donc c'est l'expérience aussi. C'est le retour sur expérience qui fait qu'on se dit et d'ailleurs, ça veut dire, si on sent que ça commence à dériver et à pas fonctionner, c'est probablement que c'est pas raisonnable, donc il faut réguler, Mmh. tu vois? Et donc l'acharnement, ce serait le fait que c'est pas raisonnable, en fait. C'est qu'à un moment donné, tu te mets en danger. Alors, ça veut dire qu'il faut pousser tes limites quand même, parce que si jamais tu restes uniquement dans une zone où tu te dis, «Je sais faire, machin et cetera», bah, tu vas pas t'améliorer, tu vas pas progresser. Mais il faut pas non plus se mettre complètement dans le rouge et il y a des personnes handicapées, par exemple, qui disent moi, j'ai discuté avec beaucoup, beaucoup de gens quand je faisais des conférences et cetera. Il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir en me disant: «Mais en fait, moi, depuis toujours, depuis que je suis handicapé, j'ai jamais voulu avoir la moindre, mesure spécifique parce que j'estime que je suis comme les autres». Je dis: «Oui, mais en fait, le problème, c'est que tu ça va pas durer, en fait. Au bout d'un moment, tu vas te casser, Mmh, tu vas te cramer, ouais, ouais. tu vas te cramer et mais dans le sport, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu t'écoutes pas, si tu écoutes pas ton corps, si tu écoutes pas ta possibilité, enfin, ce que tu fais et l'usure que tu peux avoir et cetera, bah, en fait, un jour, tu vas être foutu Mmh. et tout le monde sera perdant. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut être quand même bienveillant avec soi-même. Ça veut pas dire qu'il faut, ne pas se demander, ne pas faire d'efforts, ne pas pousser ses limites, mais ça veut dire qu'il faut aussi s'écouter pour éviter de se mettre dans le rouge trop parce que sinon, ben, en fait, on fait une fracture de fatigue d'une certaine manière, hein. Ouais. Le parallèle avec le sport est facile à faire, quoi. Bah, elle est géniale et ça fait écho justement à une question, sur la performance. Pour toi, est-ce que la performance, elle est possible sans souffrance? Alors déjà la performance, faut définir de quoi on parle parce qu'en fait la performance, très souvent les gens, il faut le parallèle entre la performance et l'excellence. Dans Mmh. les entreprises, on entend sans arrêt le terme d'excellence, machin et cetera. Bon, Tu m'en avais parlé lorsqu'on ouais. s'était eu au téléphone de justement cette thématique autour de l'excellence, mais ouais, ouais, j'ai hâte de voir Alors comment tu vois ça. alors moi comment je vois ça? Je trouve que la performance, c'est faire le mieux qu'on peut faire avec les moyens dont on dispose. Donc ça veut dire que c'est une valeur relative, c'est pas une valeur absolue. Mmh. Définir la performance comme une valeur absolue, ça n'a pas de sens, en fait. Pour moi, enfin, c'est mon avis, hein. Je fais souvent l'analogie en prenant comme exemple le fait de courir le 100 mètres. Imaginons qu'on court le 100 mètres et qu'on demande aux gens à partir de quand on est excellent au 100 mètres. Il y a des gens qui vont vous dire, bah, le record du monde étant vers 9,58, quelque chose comme ça, et ben l'excellence, ça va être 10 secondes, en dessous de 10 secondes.
Et je dis aux gens: «Bah oui, mais si vous dites ça, ça veut dire que vous considérez qu'il y a aucune femme qui est excellente aux 100 mètres en athlétisme puisque le record du monde, il est au-delà de 10,70. Donc ça veut dire que même la championne olympique, elle est pas excellente». Mmh. On se rend compte que ça n'a pas de sens de dire ça. Donc on peut dire, bon, bah, OK, bah, ça va être moins de 11 secondes. Mais si on dit moins de 11 secondes, déjà, on dit qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui sont excellents. Et deuxièmement, on va dire, bah, les gens qui courent, par exemple, en fauteuil roulant, ils sont pas excellents puisque le record du monde, même le champion paralympique du 100 mètres en fauteuil, il court en 13 secondes, alors qu'il va beaucoup plus vite que les gens debout en marathon parce qu'il y a une problématique d'inertie qui fait qu'on perd du temps au début, et cetera, et cetera. Donc on pourrait pousser le raisonnement très loin. Mmh. Donc la notion de performance ou d'excellence, c'est pas, ah bah, déjà, c'est autre chose. L'excellence, c'est perçu comme un état de fait, alors qu'en vrai, être excellent, c'est faire le mieux qu'on peut, avec ce dont on dispose. Et ça veut dire être performant. Être performant, ça veut dire faire bien ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Donc partir de l'idée que l'excellence, c'est une valeur absolue, c'est être dans l'exclusion déjà, D'emblée, ouais. d'emblée. Et du coup, c'est, perdre, des tas de possibilités pour notamment pour les entreprises, par exemple, d'avoir des gens qui vont être performants sans être excellents au sens de la norme que j'ai définie. Mais la norme, voilà, dire que le 100 mètres c'est 10 secondes, ça n'a au bout d'un moment, ça n'a pas de sens, en fait. Mmh. Alors évidemment, si on dit: «C'est 3 heures le 100 mètres», peut-être que c'est la meilleure performance que la personne peut faire et ça rentre pas dans un cadre donné, donc il faut bien que ça reste raisonnable. On revient toujours à la notion de raisonnable. Mmh. Mais la question de la performance, c'est d'abord et avant tout, encore une fois, on revient avec les notions de compensation, c'est d'abord et avant tout faire la meilleure enfin, faire le mieux possible avec les moyens dont je dispose, sans pour autant se dire bah je fais juste, j'essaye pas de progresser quoi, Mmh. parce que je peux quand même essayer de progresser. Alors, pour revenir à ta question sur la douleur, enfin sur se faire mal quoi, Ouais, sur l'idée de souffrance. sur l'idée de Est-ce qu'elle souffrance. est indispensable dans cette, parfois, quête de la performance? Alors, au-delà même de la question de la performance, c'est la question de la progression, de l'amélioration. Moi, je considère que ce qui est une sorte de but de la vie, l'un des buts de la vie, c'est pas, le seul, mais l'un des sens de la vie pour moi, c'est d'essayer de s'améliorer. Mmh. Mais de s'améliorer dans ses pratiques, de s'améliorer dans ses relations, dans son acceptation de soi-même, dans l'acceptation des autres, et cetera, de s'améliorer. Or, pour s'améliorer, il faut faire des efforts. Ça prend du Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend de la ressource mentale, ça prend des tas de choses. Si faire des efforts, c'est être douloureux c'est douloureux, oui, on peut être amené à être à associer l'amélioration à la douleur d'une certaine manière. Mmh Moi, mh. je l'associe plus à l'effort qu'à la douleur. Parce Mmh. que chacun ressent l'effort. Il y a des gens, ils n'ont de plaisir que dans l'effort, en fait. D'accord? La problématique, c'est que, si jamais on refuse l'effort, on peut pas apprendre des choses, en fait, on peut pas progresser. Mmh. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté le ping, je joue plus du tout jamais. Il y a plein de gens qui me disent: «Mais comment ça se fait? Comment c'est possible que tu aies tellement joué et que tu joues plus?» Je joue plus parce que, en fait, je ne peux que régresser. Mmh. Désormais, je ne peux plus que baisser en niveau et je trouve ça ultra frustrant. Donc je préfère faire des trucs où je suis mauvais parce que comme ça, je m'améliore. Mmh. Moi, j'ai mon plai je ressens beaucoup de plaisir à m'améliorer. Mmh. Progresser, t'améliorer, Ouais, et quitte des à fois, repartir sur quelque chose de différent, ouais, nouveau. par exemple, je me suis mis aux échecs, je me suis mis à la guitare, et il y a des moments, c'est pénible, franchement, quand je fais mes gammes à la guitare et que je répète, 500 fois, le même enchaînement d'accords pour qu'il rentre, franchement, des moments, ça me saoule, quoi. Mmh. Donc il y a une question un peu douloureuse parce que, bon, d'abord, tout au début, les doigts, ils ont mal, hein, donc voilà. Mmh. Donc oui, il peut y avoir une dimension, heu, d'effort, mais en fait
et enfin de douleur qui peut être associée à l'effort. Mais en même temps, si je ne fais que des trucs sur lesquels je suis en total confort, c'est pas rigolo, c'est pas intéressant, quoi. Mmh. Donc enfin, repousser un peu ses limites, Ouais. c'est douloureux quelque part. Parfois, ça peut être douloureux. Alors, c'est pas du masochisme non plus, hein, mais ça peut être douloureux. Faire quand je faisais du ping, quand je faisais des stages de ping avec l'équipe de France, le premier jour, je faisais 7, 8, enfin 6 heures de ping et 2 heures de physique. Le deuxième jour, j'avais un peu des courbatures, je faisais 6 heures de ping et 2 heures de physique. Et le troisième jour, je pouvais plus me lever tellement j'avais des courbatures. Mmh. Donc ça faisait mal. Bien sûr, il y avait de la douleur. Mais cette douleur, elle était même bonne en fait quelque part. Enfin, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais parce qu'en fait, pour moi, c'était le fait d'être dans un schéma de progression, d'amélioration Mmh. et que voilà, donc oui, probablement qu'il y a un peu de douleur, mais il faut la question, c'est encore une fois, c'est entre raisonnable et pas raisonnable, entre, comment dire? On me disait tout à l'heure, l'acharnement et la persévérance. Ouais. Bah, il faut quand même mettre le curseur à un endroit où on ne se casse pas. Mmh. Mais il faut quand même pousser un peu ces barrières pour a c'est la vie, c'est ça, hein, c'est trouver toujours le bon curseur, quoi. Ouais. Moi, j'ai toujours la vie, c'est une question de curseur et il y a une phrase, que je partage beaucoup avec mes enfants, c'est, heu: «L'équilibre, c'est un instant fugace entre 2 moments de déséquilibre, en fait». Mmh. Et que la vie, c'est d'essayer de trouver cet équilibre, mais en permanence, c'est comme si on était sur un espèce de skateboard là, Ouais. enfin, tu sais, une planche avec, Ouais. un rouleau en dessous et qu'on doit en permanence, garder l'équilibre. Bah, la vie, c'est ça, en fait, C'est pour exigeant, moi. parfois, Et souvent. des fois, ça demande des efforts, ouais, et ça peut faire mal parfois. Mmh. Et justement, tu sais, quand tu parlais de ces moments, notamment, aux Jeux paralympiques où il y a eu beaucoup d'émotions, donc a Mmh. posteriori, tu vois, du résultat final. Mais pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais partager quelque chose sur, autour du fait de comment tu gérais des moments à forte pression, à enjeu, tu vois, sur cette partie aussi mentale? Est-ce que tu avais, des exos, des Mmh. pratiques, des choses que tu vois, qui t'aidaient vraiment à performer dans des moments à enjeu ou à rester présent, à rester connecté, tu vois, à ce qui se passait? Bon alors, je pense que, autant, dans la vie de tous les jours, je suis plutôt qualifié que de quelqu'un j'allais dire de plutôt sympa, ouvert aux autres et tout ça, autant quand j'étais un sportif de haut niveau, j'étais vraiment un gros connard, en fait, hein. Mais dans le sens, dans le sens, pas je trichais pas, Ouais. mais, mais j'étais vraiment, enfin j'étais vraiment j'étais pas gentil à la table, quoi. Enfin dès que je pouvais faire un truc qui déstabilisait l'adversaire, je le faisais, quoi, parce que ça fait pas pour moi, ça faisait partie du jeu. Mmh. Donc ça c'est un donc en fait, je pense que, j'étais, enfin l'un de mes gros points forts, c'était ma tête. C'est que je comprenais assez bien le jeu. J'étais pas hyper doué techniquement, mais je comprenais bien le jeu et je comprenais bien la psyché de l'autre et j'étais capable de faire ce qu'il fallait pour le déstabiliser. Et Christophe, donc que j'ai accompagné pendant des années, quand je l'ai rencontré au départ, il était pas enfin, il hésitait entre plusieurs sports. Il était très doué en sport, il était physiquement hyper fort. Mais alors, par contre, quand on a commencé à jouer ensemble, je lui ai dit là, très rapidement, je lui ai dit: «Écoute, heu, il faut que tu fasses un choix sur un sport si tu veux devenir vraiment fort. Donc si tu veux choisir le tennis de table, ce que je peux te dire, c'est que tu es pas doué». Et je lui ai dit comme ça, hein, je lui ai dit: «Tu es pas doué, mais tu as tout ce qu'il faut pour réussir parce que tu as le physique et tu as le mental». Mmh. Et que ça, c'est vraiment la priorité par rapport à la technique. Alors ça veut pas dire qu'il avait pas un niveau technique nul, hein, mais il était pas doué par rapport à la majorité et il a été 2 fois champion paralympique. Comme quoi. Donc mais il avait cet esprit-là, cette tête, enfin dans sa tête, il avait ça, quoi, voilà. C'était donc moi pour moi j'allais dire le truc, c'est que j'avais enfin j'étais doté naturellement, je pense, assez enfin d'une capacité à la fois à bien comprendre le jeu et à avoir une telle détestation de la défaite Mmh. que ça m'aidait beaucoup. Même si de temps en temps ça me paralysait un peu quand même.
Voilà, parce que j'avais tellement peur de enfin, je détestais tellement perdre que dès que ça se tournait mal, ça pouvait être compliqué. Donc au début, c'était un peu comme ça. Petit à petit, j'ai quand même pas mal travaillé là-dessus. Alors avant les Jeux de Barcelone, par exemple, j'ai fait de la sophro, OK. qui a été, une technique, enfin qui est une technique où on essaie de mentaliser des moments, positifs, des choses comme ça. Et donc du coup, ça m'a aidé quand même. OK. Voilà. Bah, l'idée c'était alors assez bizarrement, avant de commencer un match important, j'avais qu'une envie, c'était de pas être là, quoi. Ah Tellement ouais. ça me mais dès que j'arrivais à la table, là, le plaisir reprenait le pas, en fait. Avant, ça me tétanisait, quoi, mais quand Mmh. j'arrivais à la table, que je prenais la raquette et que je commençais à faire deux trois revers coup droit, je rentrais dans une sorte de bulle et après ça allait, quoi. Et Et comment tu faisais justement ce avant qui te tétanisait pour un petit peu le canaliser et pas, que ça te fasse basculer sur un état qui soit, bah, hyper péjoratif pour, ouais, l'arrivée, tu vois? alors la plupart du temps, en fait, ça passait par du un peu de respiration, le fait d'aller un peu dehors et puis le fait de discuter, de pas rester tout seul dans mon coin, quoi. Parce qu'en fait, j'avais perçu que si je restais tout seul, j'avais tendance à broyer un peu, pas broyer du noir, mais tu vois, Ouais. à tourner autour de ça. Alors que si j'allais voir un match ou parler à des copains, de l'équipe et cetera, Mmh. ben, en fait, c'était plus facile. Donc je pense que le fait de d'être pas tout seul, ça me pour moi, c'était positif, quoi. Il y en a, ils Mmh. ont besoin vraiment de se mettre dans leur bulle, de s'isoler et cetera. Moi, j'avais plutôt besoin de De connexion. d'interaction, sociale, humaine, quoi, pour sortir un peu de là et finalement penser à autre chose, quoi. Mmh. Mais bon, il fallait quand même trouver le bon curseur parce que fallait quand même aussi se mettre dans l'esprit qu'on allait jouer un match, que j'allais jouer un match. Donc, et il y avait quand même quelques minutes avant le match où j'étais obligé de me remettre dans mon truc en me disant: «Bon allez, OK», puis de réfléchir à ce que l'adversaire, je savais de lui, ce que j'allais faire et cetera, comment j'allais jouer face à lui, comment j'allais le faire, encore une fois, peut-être déjouer ou dégoupiller ou un truc comme ça. Enfin voilà, quoi. Donc, il y avait un peu de ça, quoi. Mmh. Super, bah, merci pour ce partage. J'aime bien aussi parler, alors tu en as évoqué certaines, mais peut-être qu'on va prendre la question sous un autre angle, des moments de bascule dans nos vies. Tu vois, avec le recul et puis, au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes, là où tu en es, c'est quoi pour toi, pour, quels sont, pardon, pour toi les moments où ta vie a réellement changé de direction pour toi? Heu, alors, le jour où j'ai rencontré Jeannette, Ouais, ça c'est clair. c'est clair et net ça. Premier grand moment de bascule dans ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré Jeannette, clair. Mmh. J'avais donc 12 ans. Heu, le jour où mes enfants sont nés, Ouais. chaque fois qu'un de mes enfants est né, les 3 fois, ça a été un moment de bascule incroyable. Alors le premier er Lucas, heu, j'avais 22 ans, donc j'étais tout jeune. Heu, moi, Jeannette m'a dit: On va faire un bébé». Je lui ai dit: «Écoute, on est un peu jeune, qu'est-ce que» j'ai et puis moi, à l'époque, j'étais pas si sûr que ça que je voulais, des enfants parce que, j'avais peur, je craignais, on va dire le regard que ça allait la question du regard est revenue à ce moment-là. Non, Mmh. mais comment ça va se passer? Les gens, comment ils vont et les enfants, comment ils vont se comporter avec Lucas et cetera. Bon, je me suis posé plein de questions qui, rétrospectivement n'avaient aucun sens parce que ça s'est toujours formidablement bien passé et que personne, n'en avait rien à foutre de ça. Mais bon, moi à l'époque, voilà et puis, quand il est né, j'ai mis 2 jours avant de pouvoir le prendre dans mes bras tellement j'avais peur de le casser. Il était tout petit! Ça m'a fait peur, incroyable. Bon, heu d'autant plus que quand on est arrivé à la maternité, il y en a qui nous ont dit: «Ah mais comment vous allez faire tous les 2 en fauteuil avec un bébé?» et cetera. Bon la deuxième fois quand on est arrivé pour le ramer, ils nous ont dit: «Alors comment ça se passe avec le premier nanani?» Puis la troisième fois, ils nous ont dit: «Ah encore vous?» Donc, on a vu que les choses avaient beaucoup évolué par rapport à ça. Mmh. Donc ça a été des moments vraiment de bascule. Alors, je pense que toute personne qui a un enfant s'aperçoit que la veille du jour où il en a un et le lendemain, sa vie a basculé, quoi. Ah bah, Enfin, il y a un avant-après et d'ailleurs,
Petit clin d'œil, mon bébé s'appelle Lucas aussi. Ah, Le bah, voilà, bah, donc tu en auras peut-être 3, hein, on sait pas. On sait pas, hein. Donc voilà, donc oui, oui, il y a vraiment des c'est vraiment un moment de bascule, quoi. Donc bon, voilà, donc ça, c'est un 2e moment de bascule. Je pense que le troisième moment de bascule, quand même, ça a été le jour où j'ai rencontré le responsable national et que je me suis rendu compte que le handisport, ça existait, quoi. Donc ça, Ouais. c'est, parce que ça a quand même changé beaucoup de choses dans ma vie. Il y avait un champ des possibles à explorer, Il y avait un champ des possibles, il y avait une perspective ouais. que j'avais jamais eue jusque-là, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est probablement un autre moment de bascule. Un autre moment de bascule très important dans ma vie, ça a quand même été, la création de la société, quoi, de TH Conseil. Et ça, c'est une anecdote un peu rigolote parce que ça faisait, moi j'étais donc, alors non, il y a eu un autre avant, c'est que, heu, donc moi j'étais dans l'informatique, je faisais de l'infor disons que j'ai fait une école d'ingénieur en électrochimie, électrométallurgie et quand j'ai cherché du boulot après, j'ai été confronté à des recruteurs qui ont dit: «Ah mais monsieur, avec votre en gros, synthétiquement: «Avec votre handicap, travailler dans notre environnement, c'est pas possible». Mmh. Une fois de plus, c'était le «c'est pas possible». Je me dis: «Mais j'ai fait 5 ans d'études pour rien, quoi». Et là, j'ai basculé, j'ai bifurqué vers l'informatique, en me disant: «Peut-être que dans l'informatique», donc j'ai fait un deuxième diplôme d'ingénieur, mais cette fois en informatique. Et là, j'ai trouvé du boulot et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça a été quand même une forme de bascule aussi parce que finalement, je suis parti dans l'idée de pas être dans la chimie, mais dans l'informatique. Mmh. Et puis donc j'étais chef de projet informatique et cetera. Puis un jour, il y a un poste de responsable de service qui s'est libéré et moi ça m'intéressait, de faire du management et tout ça. Donc j'ai postulé et mon responsable m'a dit à l'époque: «Oui, mais tu comprends, ça va pas être possible», encore une fois. Mmh. Alors en m'expliquant que c'était un poste dans lequel il y avait beaucoup de déplacements et que, compte tenu du fait que j'étais en fauteuil, les déplacements, ça allait être un problème et que donc du coup, j'aurais pas le poste. Mais que j'avais les compétences pour quand même, intrinsèquement. Donc moi, je lui ai expliqué que j'allais avoir le poste du coup, en lui disant: «Mais je suis allé à Séoul, Barcelone, pourquoi je pourrais pas aller à Nice, enfin à Lille et à Ouais, Paris, quoi?» Et ouais. là, il s'est décomposé, il m'a dit: «Je crois que j'ai dit une connerie». Je dis: «Oui» et donc j'ai eu le poste, en fait. Et donc je suis devenu responsable de service. Donc ça a été aussi un moment de bascule, Mmh. heu, durant lequel il a fallu quand même travailler aussi sur enfin, agir sur les représentations que les autres pouvaient avoir de moi, quoi. Mmh mh. Et donc les choses ont évolué et une dizaine d'années plus tard, du coup, j'étais, dans enfin, je faisais toujours ce métier-là, puis j'avais un peu fait le tour de la question, j'avais envie de d'autres choses, enfin, j'avais envie d'aller un peu d'ailleurs au niveau professionnel, mais je savais pas trop quoi faire. Et un jour, on a décidé avec le club de tennis de table d'organiser une grande compétition mondiale avec tous les meilleurs joueurs du monde de tennis de table en fauteuil à Sainte-Foy-lès-Lyon dans le club dont j'étais le président. Et donc bah, on devait trouver des subsides pour organiser la manifestation. Et moi, je suis allé voir des entreprises en leur disant: «Bah, est-ce que vous voulez bien être partenaire de la manifestation?» et cetera. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit: «Mais nous, en fait, ce qu'on voudrait, c'est enfin, on veut bien être partenaire, bah, voilà, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est être meilleur sur le sujet de l'emploi des personnes handicapées, mais on ne sait pas comment faire. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner?» Et je suis rentré chez moi, j'ai dit à Jeannette: «Ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. Ouais. Je vais créer un cabinet de conseil sur le sujet du handicap». Au départ, c'était vraiment uniquement sur le sujet du handicap. Mmh mh. Elle me dit: «Mais tu crois qu'on va réussir à vivre avec ça?» Parce que, moi j'avais quand même un bon salaire, voilà et cetera. Donc, elle me dit: «Mais si tu quittes ton boulot, tu penses que ça va marcher?» Je dis: «Bah écoute, j'ai envie d'essayer quand même». Elle me dit: «Laisse-moi quand même un petit quart d'heure, histoire que je réfléchisse». Donc elle est partie pendant un quart d'heure et puis au bout d'un quart d'heure, elle est revenue, elle m'a dit: «Bon et ben, je crois que c'est une bonne idée, mais non seulement toi tu vas le faire, mais je vais le faire avec toi, donc je vais démissionner aussi et on va faire ça tous les 2». Waouh! Et donc on a démissionné tous les 2 et on a créé le cabinet. Ah ça, c'était un sacré moment de bascule, hein, parce que Ah ouais. du coup, on se retrouvait sans rémunération ni l'un ni l'autre et on avait 3 enfants, dont un qui était, en études supérieures, quoi. Donc c'était un peu fou comme truc. C'était, prise de risque. Ouais, voilà, une grosse prise de risque, mais finalement, qui a été très bénéfique à la fin. Mais voilà, et dans le même temps, un autre petit moment de alors, un moment de bascule dans le moment de bascule, c'est qu'à l'ascension de 2004
On est parti passer un week-end dans la maison de campagne des de la sœur et du beau-frère de Jeannette, dans le Luberon, et on discutait à bâton rompu, comme ça, sans trop, voilà. Puis tout d'un coup, son beau-frère nous dit mais en fait, est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un qui pourrait accompagner mon DRH, parce qu'il était directeur général d'une grosse boîte à Paris, et il dit j'ai mon DRH, il voudrait lancer une politique d'emploi sur le sujet de la non-discrimination et du handicap. Est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un qui fait ça? Et là, on lui dit mais on est en train de faire ça. Ah bon? Eh ben allez, je vous mets en relation. Et notre premier client, c'est arrivé comme ça. Waouh. Donc le truc de dingue. Bon voilà. Et je dirais après, il y a eu plein de moments importants dans la vie, mais je dirais le moment de bascule très important après, bah, c'est le décès de Jeannette en Mmh. 2017. Enfin, d'abord, c'est le fait de la découverte de sa maladie, puis ensuite son décès en 2017, où là, ça a été une bascule, j'allais dire même un plongeon dans le vide, là, ça a été horrible, 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 horrible. Voilà. Mais bon, voilà, il a fallu réussir à vivre après, quoi. Donc, heureusement qu'il y avait des enfants. Et Ouais. après, les grands moments de bascule, bah, ça a été la naissance des 4 petits, Et oui. enfin, voilà, des 4 petits-fils, donc, des 2 jumeaux, parce que mon fils, il a des jumeaux. Mmh. Et donc là, ça a été un moment de bascule aussi, très important. Donc, il y en a eu plein d'autres, hein, mais je Ouais. dirais si C'est devais ceux-là les citer les plus marquants pour principaux, toi. c'est ceux-là, quoi. Trop bien, bah, merci pour ce partage, à la fois intime et bah, hyper inspirant, je trouve, sur ces moments de bascule. J'aimerais qu'on finisse peut-être juste par une petite partie, parce que tu as parlé du monde de l'entreprise et Ouais. bah, je pense que tu l'observes aussi comme moi. En ce moment, il se joue plein de choses, au sein des équipes, dans le monde de l'entreprise, avec, différentes générations qui ont des modes de fonctionnement différents, avec, des Mmh. avènements technologiques qui amènent une idée de rupture aussi, et qui peut effrayer. Pour toi, d'après ce que tu observes, ton expérience dans l'accompagnement, comment tu définirais, tu vois, un bon manager ou quelqu'un qui incarne vraiment cette idée de leader inspirant, de leadership? Je reviens juste, 30 secondes sur le premier client. Donc mon Ouais. beau-frère, il me dit ça, son DRH m'appelle le lundi, il me dit, «Je veux former tous mes managers à la thématique du handicap. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça?» À l'époque, le module, il était vraiment très orienté handicap, handicap. Mais assez vite, on a compris un truc, c'est que manager une personne handicapée, c'est manager une personne singulière et c'est un pléonasme, en fait. Mmh. Parce que manager, c'est, par définition, prendre en compte la singularité de ses collaborateurs. Et on s'est rendu compte que comprendre comment je dois manager une personne handicapée, ça va me faire progresser dans ma façon de manager en général. Mmh. Parce que si je sais manager des situations complexes, bah, je saurais mieux manager des situations moins complexes. Donc, finalement, l'entrée, moi je trouvais que là où j'étais le plus satisfait à la fin d'une formation que je faisais pour des managers, par exemple, c'est quand ils venaient me voir en me disant: «En fait, ce que vous avez fait avec nous, c'est pas une formation sur le handicap, c'est une formation sur le management». Et je dis: «Bah, là, vous avez bien compris ce que je voulais vous dire». Parce qu'en fait, du coup, le rôle d'un manager, pour, répondre plus précisément à la question, Ouais. pour moi, c'est celui qui doit réguler la compensation entre les 3 niveaux: la personne individu, son environnement professionnel, son équipe, son manager et l'entreprise. Mmh. Son rôle, idéalement, c'est mettre la personne dans la meilleure situation de réussite et pour ça, mobiliser les ressources de compensation nécessaires pour réduire les désavantages qu'il peut être amené à subir et pour les dispatcher, les flux les ouais, Ouais. comment dire? Les répartir entre les différents intervenants pour que finalement tout le monde soit le plus performant possible. Ça devrait être son boulot majeur. Mmh. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir des cadres, parce que l'idée c'est pas d'avoir aucun cadre, mais de personnaliser le cadre à l'individu pour que l'adéquation entre les 2 soit la plus optimale possible, en fait. Mmh.
Donc ne pas revendiquer une forme de: «Moi, je fais ce que je veux et enfin voilà et d'individualisme forcené qui consiste à dire: «C'est moi le centre du monde et je dois faire tout et pas non plus nier la spécificité ou la revendication individuelle des gens et trouver une forme de consensus entre tout ça et d'être capable d'être un peu le chef d'orchestre d'une relation la meilleure possible dans un collectif pour que chaque individu s'y retrouve dans un fonctionnement qui est optimum pour la personne, le collectif et l'entreprise. Mmh. Ça, théoriquement, pour moi, c'est ça le rôle du manager et c'est pas de remplir des tableaux Excel, de faire des reportings de bidules, de machin, bien sûr que ça en fait partie aussi, je veux pas dire le contraire, Ouais, ouais. mais le rôle vraiment du manager, pour moi, c'est le régulateur de la compensation, Mmh. avec la dimension raisonnable qui va avec et cetera. Pour chaque personne, pour mettre chaque individu, en fait, dans une situation optimale de travail et Mmh. durable. Il faut que les 2 soient liés. Ouais. Voilà comment moi enfin et et voilà comment le fait d'avoir travaillé sur la thématique du handicap m'a amené finalement à élargir le prisme pour réfléchir sur, finalement, qu'est-ce que c'est que le selon moi, encore une fois, c'est mon avis, Mmh. le management et comment ça fonctionne le mieux possible. Et la notion, le concept de compensation raisonnable est pour moi absolument fondamental là-dedans et malheureusement, il est très mal connu, voire inconnu de la plupart des gens. La Mmh. plupart des gens, moi, quand je faisais des formations, des managers me disaient: «Mais ce concept, il est génial, il me servira tous les jours», mais je le connaissais pas du tout, en fait. Mmh. Donc voilà comment et d'ailleurs le sport, peut amener aussi à ça. C'est-à-dire que quand on fait un sport individuel comme le tennis de table, si on est centré que sur soi, même si c'est quand même évidemment, une période de ma vie, moi je me suis rendu compte que c'était une période de ma vie où j'avais été très égoïste, par exemple. Parce que, ce qui primait, ce qui comptait énormément pour moi, c'était la les résultats, enfin c'était le bon sport et cetera. Ouais. Mais il n'empêche que si, par exemple, j'avais pas été entouré par Jeannette, par la pa qui assumait énormément de trucs pour que ça marche, par mes enfants qui acceptaient que je sois absent beaucoup et cetera, par mes entraîneurs, et cetera, j'y serais jamais parvenu. Donc en fait, la question, c'est qu'ils ont mis en place tous les mesures de compensation requises pour que je sois Mmh. le plus performant possible, en fait. Toi? Ouais, donc il y avait l'écosystème autour qui était cohérent, autour de ça? Voilà, exactement. Et donc Mmh. c'est ce qui a fait, que ça a marché. Ça enco et alors, il y a quand même aussi un autre élément qui moi dans la vie me paraît extrêmement important à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on a mis tous les moyens requis qu'on y arrive. Mmh. Il y a une dose de chance, il y a une dose de réussite, je préfère même dire chance moi, d'aléa quoi, Ouais, qui fait que, ça marche, mais c'est pas parce que on a tout fait pour que ça marche, que ça va marcher en fait. ça va marcher et c'est aussi la nuance entre performance et résultat. Exactement. Je peux avoir été le plus performant possible et Mmh. ne pas avoir le résultat. Moi, j'ai eu énormément de chance dans ma vie parce que j'ai été entouré formidablement bien et Ouais. parce que les jours clés, ça a marché, quoi. Mmh. Mais des fois, il faut rien du tout pour que ça marche pas, quoi. Ouais. Et c'est pas pour autant qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain en disant: «J'aurais pas dû le faire». Donc heu Donc voilà, donc c'est un élément qui est pour moi vraiment extrêmement important, c'est le fait de se dire: «Je fais tout ce que je peux et c'est là-dedans que je trouve mon bonheur et mon plaisir». Évidemment, s'il y a l'apothéose, le graal, de d'avoir la réussite à la fin, bah, c'est Bah, extraordinaire, ouais. mais je dois pas tout jeter parce que ça n'a pas fonctionné, quoi. Mmh. Ah, c'est une super nuance, je trouve pour, aussi conclure cette idée-là sur la performance, le résultat, mais intégrer aussi l'idée de plaisir là que tu as mentionné. Je trouve, comme moi je trouve que c'est quelque chose qui doit être présent aussi à toutes les étapes si possible. En tout cas bosser pour que ça soit présent et pas que la cerise sur le gâteau, tu vois, à la fin. Bah, de toute façon, pour moi, c'est impossible d'arriver à
un résultat, un très bon résultat sans Ouais, plaisir. C'est impossible. impossible. Pour moi, c'est quasi enfin, je vois pas comment c'est possible, en fait. Ouais, Parce donc que finalement, pour être suffisamment, constant dans l'effort et pour se accepter de s entre guillemets «de se faire mal» comme on disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait du plaisir en face. S'il y a que de la douleur, c'est pas possible, en fait. ouais, Bah, c'est pas possible. Si, c'est un peu présomptueux de ma part de dire ça. C'est-à-dire, moi, j'ai la grande chance d'avoir pu faire des choses que j'aime dans ma vie. Il y a des gens, ils peuvent pas, en fait et et du coup, la notion le plaisir n'est pas là et là, j'ai beaucoup de comment dire? De compassion pour les gens qui sont dans cette situation parce qu'ils reviennent à la notion de choix, quoi. En bien sûr. fait, je crois que le terme, qui me semble le plus l'un des termes les plus importants de la vie, c'est le choix. La capacité de choisir, en fait et quand on peut pas choisir, c'est horrible, en fait. C'est terrible. Mais tu as C'est dit autre chose là qui m'allume une petite lumière, c'est faire ce qu'on aime dans la vie. Et je pense que quand on est connecté aussi à ça, tu vois, en termes de aussi notre mission, nos valeurs, profondes, je pense qu'on touche même s'il y a de la douleur ou des choses plus mmh, compliquées, mais on c'est beaucoup plus facile d'accepter et de percevoir du plaisir là-dedans parce qu'on est vraiment, bah, ancré à quelque chose de profond. bah, on est aligné avec soi, quoi. Mais attention, je veux pas dire par là que tout le monde devrait être là-dedans parce que, Bien sûr. heu, encore une fois, je reviens à ce que je disais avant, c'est il faut que les opportunités soient là, il faut être bien encadré, entouré, faut avoir, les moyens et cetera. Heu, c'est enfin voilà donc enfin je c'est pas question de donner une leçon en disant: «Il faut être comme ça». C'est moi j'ai eu énormément de chance de pouvoir, faire ça, mais là où je me dis, quand les gens me disent: «Mais tu es en fauteuil, c'est horrible», je dis: «Non mais vous déconnez en fait, ça n'a pas enfin, bien sûr que c'est pas absolument négligeable, mais quelle chance pour moi d'avoir vécu une vie comme j'ai vécu là jusqu'à maintenant Mmh. et pourtant, il s'est passé des choses horribles, hein, le décès de Jeannette, c'est un moment atroce, mais Mmh. vraiment atroce et quand même, j'ai vécu 37 ans avec elle, quoi. Et ça, c'est un formidable cadeau d'avoir pu Ah, faire cette rencontre à 12 ans. voilà Heu, et puis, enfin vivre ensemble à partir de 19 ans et on a vécu 37 ans ensemble, quoi. Oui, bah, c'était pas assez 37 ans, ça aurait pu être 60, ça aurait été formidable, mmh mais j'ai quand même eu 37 ans avec elle, quoi. et ouais et tu aurais pu ne jamais la rencontrer. Ouais, j'aurais pu, ça aurait pu et ben, voilà. Donc non, je pense que la dimension de plaisir est extrêmement importante, heu et la dimension de l'accompagnement, enfin de l'environnement dans lequel on Mmh. est essentielle. Donc moi enfin j'ai beaucoup oui, de compassion pour les enfin, c'est pour ça que, heu, bah, je trouve que le contexte, qui amène à être plus ou moins dans le rejet de celui qui est différent, quelle que soit sa différence, ça m'est insupportable, en fait. Insupportable, ouais, bien sûr. Ça m'est vraiment insupportable. Parce que, je trouve que si les gens sont différents de moi, c'est parce qu'ils ont pas la même vie que moi et puis je voudrais surtout pas qu'ils soient comme moi d'ailleurs, Mais parce que c'est ce pas serait drôle. emmerdant si on était tous pareils On donc voilà s'ennuierait, quoi. hein, si on était tous, Ce serait comme nous-mêmes. enfin, ce serait d'un ennui mortel quoi. Ouais Donc voilà, je trouve que le fait que les gens soient différents de moi, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. c'est ça la richesse. On arrive, Guy, tranquillement, tu sais, sur le petit rituel de fin que je fais avec, mes invités, hem, Mmh. où, je leur demande de partager un peu leur bibliothèque intime et la 1re partie, ça serait, est-ce que tu aurais un livre, toi, que tu aimes particulièrement, qui a changé ton regard sur quelque chose ou qui t'a profondément marqué, que tu aimerais partager avec nous? La première très grande émotion littéraire que j'ai eue, peut-être pas la première, mais une très grande émotion littéraire que j'ai eue, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. OK. Alors, le mec était horrible, atroce, bah, voilà, c'était un sale type absolu, quoi. Mais les 100 premières pages de Voyage au bout de la nuit, quand je l'ai lu, je me suis dit: «Si jamais un jour j'écrivais, je voudrais écrire comme ça, quoi».
Comme ça. Ah ouais, et OK. c'est une façon de enfin de détruire la guerre, enfin de la détruire, en tout cas de décrire la guerre, qui fait que si tu lis ça, tu es forcément antimilitariste, enfin, tu es forcément contre la guerre, quoi. Hein. C'est incroyable. Donc lui, tu mis Après, une bonne claque, ouais. ah ça m'a mis une claque, monumentale, quoi. Donc voilà. Donc c'est un bouquin, bon, l'auteur est vraiment horrible, quoi. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal dans le truc. Mmh. Mais le ce livre est écrit d'une manière incroyable, quoi. Enfin voilà, bon, ça c'est un 1er bouquin. Le deuxième, qui m'a vraiment aussi, énormément, touché, alors qui est pas très facile à lire, notamment le début, mais qui est pour moi incroyable, c'est L'homme qui rit de Victor Hugo. C'est OK. vraiment un bouquin incroyable, enfin une histoire incroyable, un bouquin incroyable, et en gros tout Victor Hugo, moi je trouve ça Mmh. fantastique. Voilà. D'accord. Donc j bon, voilà. Après, j'aime beaucoup, j'ai j'aime beaucoup Bilbo le Hobbit, moi. Ouais, OK. C'est quand j'ai lu ça quand j'étais ado et ça m'est resté, et en fait, c'est un double, double entrée. Je l'aime en tant que bouquin parce que ça m'a vraiment beaucoup plu quand je l'ai lu, Mmh. et puis, je le raconte à mes petits-enfants D'accord, OK, de et la ils transmission. adorent quand je leur raconte ça, Ouais. mais je leur raconte, en fait, c'est-à-dire que je leur lis pas. Je leur raconte l'histoire, en fait, Mmh. et ils peuvent rester 1 heure et demie, 2 heures assis À en me t'écouter. regardant comme ça et à écouter, quoi, Ah et génial. ça, c'est des moments, incroyables. Ah ouais. Les 2 Pour qui ont 8 et 6. pour Donc la voilà, les petits transmission. sont encore un peu plus jeunes les autres, mais voilà, donc voilà, si c'est OK, en bouquin, je dirais ça pour l'instant. génial, bah, merci de ce partage. Est-ce que tu as une, c'est difficile de réduire à une, mais si tu y arrives, une phrase, un mantra, tu vois, qui est chez toi, particulièrement importante, qui a guidé peut-être des passages de ta vie? C'est, le cerveau, c'est un muscle, il ne s'use que quand on s'en sert pas. Voilà, donc voilà, c'est un truc, qui pour moi est important. Mmh. Ensuite, il y a Aristote qui a dit: «Il n'y a pas pure inj il n'y a pas pire injustice de traiter de manière identique des situations différentes». Mmh. Et le troisième, c'est Einstein qui a dit: «Celui ou celle qui prend un système donné, met les mêmes paramètres en entrée et attend des résultats différents en sortie, celui-là, il est fou». C'est de la Bon, après, il y a toujours celle qui dit, «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait», quoi. mmh. Bah, ça a été un peu, ce qui a conduit un peu le fil rouge de ma vie, quoi, Sur la musique, du coup, alors on est dans Pink Floyd? à Pink Floyd, quoi. Ah ouais, grand Ah ouais. fan? Ah, bah, je suis allé à Londres, à Rome, à Paris, pour aller voir, des concerts, Pink Floyd. Alors, c'est le seul truc, on fait ça, on le dit tout le temps en rigolant avec mes enfants, notamment les 2 plus jeunes. C'est le seul truc que j'ai raté dans leur éducation, c'est qu'ils aiment pas Pink Floyd, quoi. Ça va, Voilà. c'est un moindre mal. Ah, je ne sais pas, Tu c'est vois? tellement Et la dernière petite question, Guy, c'est, depuis ta le Guy d'aujourd'hui, tu vois, depuis ce 12 mai, mmh. aujourd'hui, si tu pouvais revenir voir le Guy, peut-être d'avant sa première médaille, tu vois? Et lui faire un cadeau depuis, ben, aussi l'expérience, les apprentissages que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Ben, ce serait de lui dire, «Bah, tu vas voir, ça va le faire, hein, Ça va le faire? ça va le faire, ça va le faire, tu vas kiffer ta vie». Trop bien. Ouais, Voilà, c'est un joli mot de la fin, je trouve, de ouais. d'espoir aussi. Surtout dans les moments où c'était quand même plus compliqué au début. Ouais, Non mais t'inquiète pas, ça va le faire. t'inquiète Puis pas, tu vas ça avoir Jeannette dans ta vie et tes enfants et tes petits-enfants. Donc ça va encore plus le faire. ça va le faire, mais grave. Ah, génial. Mais Guy, je voulais beaucoup te remercier. J'ai pas vu le temps passer et j'ai adoré, la manière dont on a navigué. Heu,
Donc merci beaucoup pour l'authenticité, tu vois, la profondeur de ce que tu as partagé sur des choses gaies, moins gaies, dures, d'apprentissage. Donc un grand, grand merci à toi pour ce moment de partage. Bah, merci, c'est toujours, très, très sympa de faire ce genre d'échange, alors peut-être juste, si j'ai encore 2 secondes, Vas-y, vas-y. peut-être juste dire un truc, qui pa par rapport, au contexte actuel. Alors moi j'aime pas trop, je peux dire que j'aime pas les réseaux sociaux tellement, Ouais. parce que je trouve que, heu, il y a beaucoup de risques avec ça, finalement de déshumaniser, de déessentialiser la relation en fait, et quand on voit toutes les toutes les dérives qu'il y a, alors ça a un formidable, c'est comme dans toujours, il y a toujours du plus et du moins, mais Ouais. ça a un formidable, vecteur de connaissances, mais il y a aussi, c'est aussi le vecteur des pires, comportements et des pires attitudes. Mmh. Et quand j'avais 20 ans, je me disais: «Un jour je serai connu, célèbre et cetera», et je le suis pas aujourd'hui, et ça me va très bien comme ça, et je trouve que plus le temps passe et plus, je suis attaché à la relation des gens que je rencontre. Mmh. Voilà, c'est vraiment, quelque chose qui m'est très, très agréable de rencontrer. Alors, ça peut être rencontré par le biais d'un écran, et c'est pas un problème, pas, Mmh. mais qu'il y ait une rencontre réelle, quoi. Ouais, un Heu, lien, authentique en tout cas, voilà, vrai. et je suis, aujourd'hui, quand même assez, perplexe, pour pas dire plus, sur l'évolution. Alors, c'est pas l'idée de dire que c'est pas bien la techno et cetera. Moi, j'ai fait beaucoup d'informatique, je trouve la techno géniale, mais, heu, mais la question de par exemple, le harcèlement sur les réseaux, machin et cetera, tout ça, c'est quand même, pour moi, quelque chose de très compliqué. Et voilà, et je trouve que rien ne remplace la relation, heu, réelle. Enfin, je veux dire, quand je dis réelle, voilà, ça pour moi, l'échange qu'on a aujourd'hui, c'est une relation réelle, en fait. Ouais. Voilà, et donc, participer à un podcast comme ça, je trouve ça hyper intéressant, même si je trouve que je parle beaucoup de moi et que ça me gêne un peu de parler beaucoup de moi, mais en même temps, j'aime bien parler, donc quand on me lance, bah, je m'arrête plus, donc voilà, C'est un voilà. beau mot de la fin sur l'évolution de la technologie. Ben, au revoir à tout le monde. Ouais, et merci encore pour ton temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui. Cette histoire d'un homme qui a traversé des choses vraiment difficiles et qui a choisi à chaque fois de regarder ce qu'il y avait à prendre plutôt que ce qui manquait. Je trouve ça beau et je trouve ça utile. Si cet épisode vous a parlé, la meilleure façon de me le dire, c'est de le partager autour de vous, de liker, de l'envoyer à un proche, à un collègue, à quelqu'un qui traverse une période compliquée et qui aurait peut-être besoin d'entendre tout ça. Ça compte vraiment, alors merci beaucoup. Et puis si vous êtes en train de traverser une période de transition, si vous sentez qu'il y a quelque chose à débloquer en vous, dans votre posture, dans votre façon de vous mener, je serais vraiment ravi qu'on échange ensemble. C'est exactement le travail que je fais en coaching et ma porte est grande ouverte. Prenez soin de vous et à très bientôt.